Les utilisateurs commentent ces tutoriels. Nous, ça nous permet de nous améliorer sur la façon dont on fait les tutoriels. Ça nous donne des idées pour faire les suivants. Et souvent, ils partagent leurs bonnes pratiques aussi dessus. Je suis allée un peu plus loin, j'ai fait ci ou comme ça, et je le partage avec les autres. Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de l'entreprise AirSaaS, une solution qui aide les ETI et PME à piloter leur transformation digitale. Et je suis super heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast CIO Révolution. Ce podcast est né de l'envie de comprendre en profondeur comment fait une entreprise pour se transformer digitalement. Pour cela, nous allons interviewer des DSI d'entreprises de toute taille et les faire parler de leur quotidien, de leurs challenges, de leurs échecs, mais aussi de leur relation au métier pour tenter d'extraire le maximum de bonnes pratiques pour lancer et exécuter une vraie transformation digitale dans son entreprise. La transformation digitale de notre entreprise est un impératif. L'heure est venue pour que la DSI devienne le premier business partenaire de l'entreprise. Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Emmanuelle Courtois. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, elle est DSI du siège de Danone et elle a eu un parcours assez intéressant et on va parler aujourd'hui de formation et d'acculturation des collaborateurs. Du coup, Emmanuelle, dis-nous un plus, tu es arrivé quand chez Danone, à quel type de poste? Je crois que tu as fait une carrière quand même chez Danone assez longue. Oui, tout à fait. Je suis arrivée chez Danone il y a 16 ans maintenant. J'ai fait une école de commerce, donc je n'ai pas un profil technique au départ du tout. Et je suis arrivée en système d'information chez Danone pour faire au départ du déploiement SAP, de module achat SAP. Voilà, assez classique. Parcours qui s'est poursuivi avec des déploiements SAP pendant plusieurs années, plusieurs pays. Et puis, après un petit passage de co-création avec l'éditeur SAP d'un nouveau module, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le futur monde du digital avec ce qu'on appelait initialement chez nous plutôt les équipes web qui faisaient tout ce que SAP ne savait pas faire. Ok, donc ton entrée dans on va dire dans le digital d'aujourd'hui, c'est en fait c'est la sortie de SAP et dire bon ben SAP fait pas des trucs et nous notre équipe va le faire en interne, c'est ça? C'est ça. Alors aujourd'hui, ce serait moins vrai puisque SAP s'est énormément développé aussi sur ces parties-là. Mais à l'époque, effectivement, on avait besoin d'avoir des solutions avec d'autres technologies pour couvrir les périmètres non abordés par SAP. Ok. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as commencé à avoir une équipe de développement custom de modules pour différents types de métiers, tout type de métier. Voilà, d'avoir des développeurs, de travailler aussi avec des agences et des consultants extérieurs, bien sûr, et puis de mettre en place et de commencer à changer un peu de mode de fonctionnement et de mode de questionnement, puisque quand on bascule dans le web et dans tout ce qui est digital, on doit forcément faire attention au parcours utilisateur. L'ergonomie prend une place beaucoup plus importante que quand on est dans un système de type SAP, en tout cas à l'époque. Et c'est là où on commence vraiment à s'intéresser en détail à comment l'utilisateur travaille, qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir lui rendre son travail plus efficace grâce à l'outil qu'on lui met entre les mains. Ça m'intéresse. Alors, ça va être une digression, mais souvent dans les appels d'offres ou les recherches, souvent c'est un Excel à remplir de fonctionnalités. Et en fait, l'expérience utilisateur là-dedans est égale enfin, elle transpire pas, mais à aucun moment, quoi. Et en fait, du coup, c'est intéressant parce que toi, du coup, tu as développé grâce à cette expérience-là une appétence et une vraie volonté d'expérience utilisateur. Mais par exemple, aujourd'hui, la majorité des projets qui sont déployés, alors je ne sais pas chez Danone, hein, mais dans les entreprises, ne prennent pas trop en compte ça ou juste à la fin. Et en fait, le taux d'adoption des solutions et des projets est souvent faible. Et donc, du coup, le ROI de la feuille Excel qui avait tout coché, en fait, il est pas là. Et du coup, par exemple, par rapport à cette expérience-là que tu as vue, toi, comment maintenant tu appréhendes un petit peu le côté, en fait, peut-être ça fait pas tout, mais par contre, ce que ça fait vraiment bien. Et donc, du coup, peut-être que même si on réduit un petit peu notre périmètre, on sera bien mieux servi. Enfin, voilà, est-ce que par rapport à ça, Oui, des tout choses à à me fait. dire? Moi, aujourd'hui, j'essaie à chaque fois qu'il y a des projets d'impliquer le plus tôt possible des utilisateurs finaux. Alors, on ne peut pas toujours les impliquer au tout début, mais en tout cas, les impliquer dès qu'on commence à
à avoir une première, un premier accès à l'outil. Et potentiellement même avant d'avoir sélectionné l'outil final, donc dès l'appel d'offres, pour se rendre compte de l'appétence de l'utilisateur, de sa facilité, de l'accessibilité de l'outil, et petit à petit de constituer au sein de nos équipes projets des petits groupes d'utilisateurs qui vont régulièrement venir faire des checks, venir alors, ce n'est pas vraiment tester, mais en tout cas utiliser, donner leur ressenti et pouvoir se rendre compte aussi de si ça va répondre à leurs besoins et nous aider à faire de l'acceptation, puisque plus on les implique tôt, plus ils peuvent contribuer, donner leur avis et derrière aussi se sentir un peu ambassadeurs derrière de Bien la sûr. solution, puisqu'ils ont co-créé, ils ont contribué. Et est-ce qu'aujourd'hui, alors j'imagine que il n'y a pas de réponse blanc ou noir, mais est-ce que tu vois que les utilisateurs arrivent à réduire le périmètre des fonctionnalités désirées initialement parce que en fait la solution qu'ils ont testée avec toutes les features, elle est pas pratique, etc. Et que du coup, il y a une solution qui fait un peu moins, ou vraiment moins, mais par contre, on le fait super bien. Est-ce qu'il y a cette maturité-là où on est encore quand même dans le réflexe, il faut tout? Ça sert à ça, effectivement. Le fait de permettre à l'utilisateur de mettre les mains dans l'outil plus tôt, ça nous permet de nous assurer que le périmètre couvert par l'outil est vraiment le périmètre qui couvre 80 à 90% des besoins du quotidien et que finalement, toutes les petits add-ons, toutes les petites choses qui sont sympas, mais qui vont peut-être pas être utilisés régulièrement, qui vont coûter davantage, qui vont peut-être faire aussi un surcoût en termes de support, de maintenance. L'utilisateur se rend compte que c'est un peu gadget. Ou au contraire, il y en a un que nous, on pensait gadget et sur lequel l'utilisateur va vraiment assister. Donc, ça nous permet de recibler et de recadrer correctement ce périmètre des besoins. Ok, super. Et donc, du coup, on revient à la discussion initiale. Et donc, du coup, tu as développé en fait une mini-agence en interne. À ce moment-là, ça aurait pu être un peu ça. Ou dans tous les cas, comment ça fonctionnait entre les demandes des métiers? On va dire qu'en interne, cette équipe digitale fonctionne de la même façon qu'une SS2I Ok. classique, sauf qu'elle est internalisée. Donc, avec une offre de service, avec des taux de refacturation en interne, voilà, Ok. vraiment quelque chose de très classique finalement dans la façon de vendre du coup notre prestation en interne auprès de nos différents clients et différentes fonctions de la société. Ok. Et ça, tu l'as fait ça combien de temps, du coup, cette équipe-là? Un peu plus de 5 ans, je crois. Ok. Donc, pendant 5 ans, vous avez développé cette équipe-là et du coup, autant sur des services ou des add-ons dans les usines que dans le marketing ou s'il y avait une spécialisation? Alors, on s'est focalisé sur deux parties principales. La première qui était une équipe beaucoup plus marketing, donc plus dirigée grand public et externe. Et puis moi, j'étais plutôt à la tête de l'équipe interne sur tout ce qui était outils collaboratifs, donc la vidéoconférence, le réseau social interne, toutes les solutions d'outils digitaux et d'outils de collaboration pour le salarié et les outils de communication de com interne. Donc, les anciens intranets de communication qui, petit à petit, ont basculé au sein du réseau social ou vers d'autres solutions en fonction de si c'était de l'info chaude ou de l'info froide. Ok, d'accord. Et par rapport à la nature de la relation que tu avais avec les métiers par rapport à ces projets-là, donc ils pouvaient faire appel à vous ou à des sociétés extérieures. Et forcément, il y a toujours ce challenge dans tous les cas. Il y a des sociétés à qui ce type de modèle fonctionne, d'autres non. Toi, ton bilan sur la nature de la relation, ce que ça crée comme positif de challenge ou autre, et ce qu'il y avait peut-être des tendances négatives que tu as vues ou que tu aurais pu voir, comment tu vois les choses? Le fait d'être en interne, je pense que parfois les métiers nous accordaient peut-être moins de crédibilité ou en tout cas moins de possibilités de créativité.
Donc, on avait un challenge plus important à ce niveau-là. En revanche, on avait un discours et un positionnement qui était beaucoup plus rassurant sur le fait que de la donnée sensible pouvait être gérée, qu'on était en phase avec tout ce qui était compliance, avec tout ce qui se mettait en place et qui pouvait assurer la protection de la donnée interne. Et ça, c'était des aspects très, très importants. Et puis, petit à petit, je pense qu'on a réussi à prouver notre légitimité par des exemples, par des retours d'expérience qu'on a pu mettre en place, et à montrer aussi qu'on avait une réelle valeur ajoutée dans le fait que nous ne cherchons pas en interne à ce qu'on revienne vers nous régulièrement pour créer les évolutions, etc. Nous, on cherchait à rendre notre business le plus autonome possible pour que justement lui-même puisse faire évoluer son outil ou puisse anticiper ces évolutions et ne pas avoir besoin de venir repayer, de venir remodifier. Ce n'était absolument pas notre objectif. Ok, donc toi, plus de challenge par DSI pour être crédible et de l'autre côté, vous avez une force dans la capacité de prouver au métier que votre objectif c'était qu'ils réussissent, qu'ils puissent être autonomes et donc du coup de réduire cette dépendance-là. Et du coup, si eux, ils avaient une stratégie, une direction où ils voulaient se former et prendre en main les choses, c'était plus intéressant de passer avec vous. Ok, d'accord. Donc déjà, tu avais déjà touché du doigt l'importance de la formation, de la montée en compétence des collaborateurs sur les outils que tu crées et l'importance qu'eux, ils y apportaient, quoi. Ah ben complètement. Et simplement, je dirais, en premier lieu, au sein de l'équipe que je gérais. J'avais une équipe qui était multigénérationnelle, Mhm. avec à la fois des digital natives et des gens qui avaient passé largement les 45-50 ans. Donc, des gens qui étaient très techniques, d'autres qui ne l'étaient pas. Du coup, rien que ça, au sein de cette équipe, il fallait mettre tout le monde à niveau. Il fallait rendre tout le monde crédible et faire en sorte que chacun ait un discours et une compétence certaine pour être face au métier et pour être à l'aise dans son job. Donc, ça a été l'occasion de mettre en place du reverse mentoring et de valoriser autant la connaissance du digital, cette appétence que les plus jeunes de l'équipe avaient, pour qu'ils apprennent aux plus âgés comment faire et qu'ils les aident à se débrouiller avec ces outils dans un contexte extrêmement bienveillant. Et pour les plus âgés, d'apprendre des plus jeunes d'une part, mais aussi donc de continuer à être dans l'apprentissage et dans la nouveauté, et en même temps de transmettre par là même, dans cet échange, les bonnes pratiques du groupe, plus les aspects méthodologiques. Donc voilà, d'avoir un échange d'informations qui finalement a mis tout le monde à l'aise, a aidé à fédérer l'équipe et a aidé à faire en sorte que l'équipe soit au niveau pour répondre aux besoins de nos business. Donc, dès cette première étape de constitution de l'équipe, il a fallu revoir la façon d'apprendre et la façon de faire passer ces compétences liées au digital. Ok. Et ça, c'était il y a quelques années où déjà il y avait cet enjeu de passation de compétences métiers et au numérique et où qu'on a vu s'accélérer avec le numérique qui est rentré de plus en plus dans nos boîtes. Donc, du coup, à la suite de cette expérience, tu as été nommé ou tu as pris le rôle Je de. Donc, bascule. voilà, tu as la bascule, merci. Je bascule et je prends mon poste actuel de DSI du siège de Danone. Ok. Et là, je fais face réellement à la digitalisation du métier de la DSI, mais de tous les métiers de la boîte. Mhm. Et vraiment l'usage de plus en plus courant de tous les outils dans la sphère privée
de tous ces outils digitaux qui nous poussent à les faire rentrer dans la sphère professionnelle, mais les faire rentrer avec les bons usages et également avec le bon mode de fonctionnement par rapport à la protection de la donnée. On en revient quand même toujours là. Faire attention qu'on ne peut pas utiliser un Facebook perso avec son compte d'entreprise, par exemple. Donc, toujours s'assurer que la frontière entre le pro et le perso reste comprise et respectée. Et c'est le début vraiment d'une prise de conscience et d'un grand travail de communication auprès de l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils soient plus attentifs à leurs usages, tant perso que professionnels. Ok. Et donc, du coup, la nature des projets que tu mènes là-dedans, c'est vraiment le digital workspace pour que toutes les façons de travailler on va dire, change et se numérise. Et donc, du coup, la question, c'est est-ce que vous aviez de la visio avant le Covid? Oui, heureusement, ça faisait longtemps. Non, on était très en avance sur pas mal de choses puisqu'on avait un accord de télétravail qui était déjà signé depuis plusieurs années, avec le droit d'avoir déjà 2 jours de télétravail par semaine. Okay. Donc, forcément, nos outils étaient en grande partie adaptés à ce mode distanciel. En revanche, tout n'était pas adapté et l'ensemble des fonctions n'avaient pas toujours accès à ce distanciel ou en tout cas ne pouvaient pas se permettre d'avoir 100% de leur temps en distanciel. Donc, le Covid nous a quand même obligés à avoir une accélération à ce niveau-là. Je vais prendre 2 exemples très simples. Le premier, nous avons une forte population d'assistantes au siège de Danone et cette population n'utilisait que très peu l'outil de visioconférence puisqu'elle en avait très peu l'usage, elle faisait assez peu de réunions entre elles, elles étaient plutôt là pour en présentiel s'occuper de leurs équipes ou par téléphone, mais elles avaient assez peu le besoin de la visioconférence. Donc, elles savaient programmer des visioconférences pour leurs équipes, pour leurs patrons, mais elles-mêmes n'en faisaient que très peu d'usage. Donc, il a fallu vraiment leur apprendre à utiliser la visio, alors qu'elles étaient déjà en visio, puisqu'on a basculé du jour au lendemain en distanciel. Et l'une des difficultés, ou en tout cas l'un des challenges, a été de devoir utiliser ces outils de communication à distance avec des gens qui ne savaient pas forcément bien les utiliser. Ouais. Donc, ça a été un des gros challenges sur lequel je reviendrai volontiers par la suite. Et le deuxième exemple lié au Covid, typiquement de la signature électronique. On avait un certain nombre de contrats qui étaient encore signés de façon manuelle avec des parapheurs qui passaient de l'assistante au patron et d'un service à l'autre. Et il a fallu permettre aux gens de ne plus avoir recours à ce papier puisqu'on ne pouvait plus se déplacer pour aller récupérer tout ça. Donc ça a vraiment été, je dirais, les accélérations. C'est des choses qu'on avait dans le pipe, qui étaient prévues, mais ça nous a permis de le faire beaucoup plus vite. Et ça a été un accélérateur bienfaiteur. Alors, sur ça m'intéresse. C'est tu sais, les projets qui sont dans le backlog de la DSI et des métiers là, ça serait bien de faire ça, etc., etc. Et il y en a certains, comme la signature électronique, personne n'est contre en soi, mais en même temps, c'est jamais forcément prioritaire. Et il y en a plein au final de projets comme ça. Est-ce que ça a challengé votre vision de ce qui est important, critique, et donc du coup du rythme nécessaire des futurs projets? Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que, OK, on se dit, ça nous a accéléré point, et donc du coup, maintenant, on va aller au même rythme qu'avant, modulo, peut-être une adoption un peu plus forte qui fait que voilà, ou est-ce qu'en fait, est-ce qu'il y a eu il y a une conclusion qui dit en fait notre rythme de transformation doit s'accélérer pour pas avoir à revivre ce type de problème. Je sais pas, c'est une vraie question ouverte, j'ai pas de conviction dessus. Oui, je pense que ça a accéléré ce rythme, en tout cas ça a accéléré la réflexion. Et aujourd'hui, le Covid, ça a été la réorganisation et la réflexion la
plus rapide qu'on ait pu avoir sur comment on passe à du tout distanciel, comment on s'assure qu'on est capable, chacun chez soi, de travailler comme si on était au bureau et comme si on avait la possibilité d'échanges physiques. Et là, je dirais qu'on est en train de basculer dans un deuxième mode qui est un peu la préparation de la rentrée et du retour à un mode où on espère, on va quand même pouvoir revenir un peu plus au bureau, mais où on sait que les gens ne reviendront en tout cas pas chez nous à 100% au bureau. Du coup, ce mode hybride, comment on va assurer la qualité des échanges, des réunions, des interactions avec des gens qui seront ensemble réunis dans une salle de réunion et d'autres qui seront à distance, chez eux ou n'importe où. Et comment on va faire pour leur proposer des outils qui soient aussi bien adaptés dans la salle de réunion que chez eux, pour que ceux qui soient à distance ne perdent pas ce qui se passe dans la salle de réunion et que ceux qui sont dans la salle de réunion puissent quand même avoir un intérêt à être dans cette salle de réunion. Ok, ça c'est très axé sur le digital workspace, sur le lieu en soi. Il y a des révolutions là-dessus, c'est sûr. Ouais, sur quels sont les bons outils, quelles sont les fonctionnalités des outils qu'il faut mettre en place et comment après on appréhende tous ces usages. Comment on fait en sorte de les tester, de vérifier ce qui va être le plus efficace et d'en faire, après de les déployer. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment l'enjeu du moment pour moi. Ok. Se préparer à ça. C'est préparer le digital workspace hybride de la rentrée, c'est l'enjeu d'aujourd'hui, quoi. Ouais, ok. exactement. Et donc, du coup, par rapport à donc, du coup, ce Covid qui arrive et qui débarque et qui a accéléré là-dessus, tu m'as parlé d'une façon, on va dire, vous avez voulu être vraiment proactif dans la formation des personnes. Comment vous êtes surpris? C'était quel type d'équipe? Alors, j'ai dans mon équipe une coach digitale qui est là pour vraiment, elle a on va dire deux grands objectifs. Le premier, c'est de s'assurer que les nouveaux arrivants, toutes les personnes qui intègrent la société, ont un aperçu dans la semaine de leur arrivée de tous les outils digitaux qui sont mis à leur disposition. Donc, en 2 heures, elle leur explique quels sont les outils, où ces outils se trouvent, comment ils peuvent les retrouver sur leur espace de travail, à quoi ils servent, et au moins qu'ils sachent que ces outils existent et à quoi ils vont servir. On ne peut pas rentrer trop dans le détail en 2 heures, mais on fait voilà, une big picture. Ça, c'est un one-to-one ou c'est avec des groupes de 5-6 personnes? Ça, c'est en groupe. Donc, on essaie de constituer des groupes entre 4 et 8 personnes, idéalement en distanciel. Et puis, bien sûr, on a dû le mettre en place à distance pendant le Covid. Deuxième objectif de cette coach digitale, c'est rentrer plus en détail et vraiment épauler l'utilisateur en fonction de son besoin. Par du coaching très cas d'usage. À un instant T, je ne sais pas faire quelque chose, j'appelle mon coach digital, il fait avec moi. Ou je sais que dans 3 jours, je vais organiser une réunion, ça me stresse parce que je sais qu'on va être 50, qu'il va falloir que j'utilise l'outil de visioconférence, que je fasse des rooms partagés, voilà. Et je ne l'ai jamais fait. Et ben j'appelle mon coach digital, il m'explique comment ça se passe. À la limite, on fait une simulation ensemble, etc. Et du coup, j'arrive rassurée au moment de ma réunion 4 jours plus tard. Ok. Et ça c'est toi qui l'as mis en place parce que tu as vu des personnes qui étaient pas bien, quoi, qui étaient stressées avec ça, ou est-ce que c'est plutôt proactivement parce que tu te dis, de toute façon, là, c'est sûr et certain qu'il faut de l'accompagnement et c'est la nature de la relation que j'ai envie de créer?
En fait, je dirais on avait auparavant ce que beaucoup enfin, ce qui était l'ancêtre de ces formations, c'est-à-dire on avait des user guides, des guides utilisateurs hyper détaillés, des PowerPoint qui faisaient 100, 150, 200 pages, super léchés, qui montraient bouton par bouton où il fallait cliquer pour faire telle ou telle chose, qu'on était très content, très fiers de pouvoir donner au moment où on lançait un nouvel outil. Et puis, en fait, on se rendait compte qu'alors que les gens avaient tout entre les mains, ils savaient rarement utiliser les outils. Et que c'était fastidieux pour eux d'aller ouvrir ce document, de chercher dedans, de trouver la bonne page pour le bon usage au bon moment, etc. Donc, au final, le user guide n'était pas utilisé. Nous, il nous avait pris du temps pour être constitué. Et puis, au moment où l'outil changeait, parce que régulièrement, il y a quand même des nouvelles versions, des nouvelles fonctionnalités, le user guide n'était plus à jour. Enfin, c'était compliqué. Donc, c'est là où on s'est dit, enfin, moi, je me suis dit, il faut faire autrement. Il faut trouver un autre moyen de faire. Donc, être plus réactif, partir des usages et non pas donner les gens n'ont pas besoin d'avoir 100% des capacités de l'outil. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des choses qui existent et que dans un cas très précis, comment utiliser l'outil pour leurs besoins. Donc ça, c'est passé par deux choses, par ces coachs digitaux. Je dis c'est parce qu'on en a plusieurs en France qui sont vraiment là pour aider les utilisateurs. Et puis, par le fait de mettre en place aussi dans notre communauté où on s'adresse à l'ensemble de nos utilisateurs, une petite communauté workplace, de dire on va faire des tutoriels, des petites choses qui durent 1, 2 minutes, 3 minutes grand maximum, où on prend une fonctionnalité d'un outil et où on explique comment elle marche. Et dans l'explication du poste associé, on remet le cas d'usage. Okay. De façon à ce que l'utilisateur puisse s'y retrouver et choisir le bon poste qui va lui permettre de savoir faire ce qu'il recherche à l'instant précis. Au final, c'est moins académique dans le sens où, comme on nous apprend quand tu apprends le logiciel à l'école, c'est le doc, toutes les fonctionnalités, c'est imbuvable, c'est lourd, etc. Surtout qu'en fait, au final, c'est pas forcément sur des outils qui sont des outils cœur pour toi tout le temps, parce que tu utilises plein d'outils là-dessus. Et donc, toi, ce que tu dis, c'est en fait, les gens, ils sont orientés sur des use cases, on le traduit en feature et on choisit plutôt un format vidéo qui est plus simple, plus vivant ou autre, et les personnes vont être plus facilement consommatrices de ça. Puis toi, ça te permet, j'imagine, de faire de la com plus facilement aussi que de dire, regardez le PDF de 18 pages. Et ça, couplé à des réunions ou de groupes sur le logiciel à 4 à 8 personnes. Et individuel, les deux. Et individuel, OK. Et est-ce qu'après, il y a une espèce de hotline du coup par rapport au problème use case? Tu disais quand la personne n'arrive pas à faire quelque chose, là, voilà, il y a une façon de faire. Oui, toujours la même personne, ce coach digital, il est dispo, alors par messagerie interne, par téléphone, par visio, comme on veut, et c'est sa priorité de sa mission. Donc, c'est aussi tout l'intérêt, c'est que dès qu'il y a un besoin, il décroche. Et est-ce que tu penses alors j'ai plein de questions qui me viennent, donc je vais essayer de les faire dans l'ordre, mais premièrement, est-ce que tu penses que on va passer de savoir faire les choses à plutôt être encore meilleur, donc plutôt dans la productivité, c'est je sais utiliser l'outil, mais en fait, il y a des gens qui l'utilisent encore mieux parce qu'ils ont trouvé des raccourcis clavier, etc. Enfin voilà, on est dans la suroptimisation, mais qui fait que aussi les gens, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a ce glissement qui va s'opérer et comment tu vois les choses? Et le second, c'est j'imagine que tu as déjà eu le cas maintenant, que ça fait quand même plus d'un an que tu as mis ça en place, que vous avez mis ça en place. Est-ce que tu as des personnes qui sont métiers qui, eux, font des vidéos parce que ils savent le faire, etc. Et donc, du coup, ça devient plus collaboratif, plus communautaire. Et du coup, ça, c'est une force bien plus intéressante. Alors complètement, je vais relier tes deux questions dans ma réponse. Oui, la productivité, l'efficacité, clairement, c'est
ça a un réel intérêt. La valeur ajoutée, elle est réellement là et on le ressent au quotidien. Les utilisateurs commentent ces tutoriels, commentent les usages qu'ils en font. Nous, ça nous permet de nous améliorer sur la façon dont on fait les tutoriels. Ça nous donne des idées pour faire les suivants. Et souvent, ils partagent leurs bonnes pratiques aussi dessus. Donc, il y a aussi cet aspect communautaire, cet aspect de finalement, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai utilisé ça, je suis allée un peu plus loin, j'ai fait ci ou comme ça, et je le partage avec les autres. Donc, il y a complètement cet aspect-là. Et on a effectivement des utilisateurs qui commencent à nous proposer leurs propres vidéos quand ils ont un usage particulier d'un outil. Ou qui nous disent, voilà, j'ai envie, moi, de mettre en scène telle chose, est-ce que tu peux m'aider à faire le tutoriel là-dessus? Donc, complètement, c'est réellement collaboratif aussi dans l'apprentissage, dans le partage, et il y a un gain d'efficacité qui est hallucinant. Moi, je le vois, mais et le Covid là-dessus a eu un effet hyper bénéfique sur l'usage de la visioconférence, tout simplement. Bien sûr. On n'a quasiment plus aucune question sur comment on utilise la visioconférence aujourd'hui, alors que c'était l'une des questions les plus fréquentes auparavant. Et tu parlais de la productivité, que tu voyais que c'était clair, etc. Souvent, une des problématiques aussi dans la digitalisation des entreprises, c'est que il y a un changement d'habitude, il y a un coût aussi de gestion de projet, etc. Mais aussi un coût de la solution. Et en fait, le retour sur investissement purement financier, des fois, il n'existe pas dans le sens où, en fait, on ne peut pas prouver qu'une personne qui gagne 4 heures ou 5 heures du temps dans la semaine, elle va faire générer plus d'argent à l'entreprise. Je dis ça de manière très financière et ça sonne pas bon, mais c'est quand même un problème souvent qu'il y a dans l'arbitrage des projets. Pourtant, si on prend du recul, on sait très bien qu'une équipe qui est mieux organisée, qui travaille dans les meilleures conditions, elle aura une valeur ajoutée beaucoup plus forte. Tu disais que ça se voyait vraiment beaucoup le fait que ça améliorait la productivité. Comment toi tu le mesures? Comment tu arrives à faire en sorte que ça soit valorisé au niveau aussi, j'imagine, de tes pairs autres DSI ou autres directions pour dire il faut investir dans la formation, il faut investir dans les outils parce que ça fait partie de nos points de marge futurs, quoi. Alors, je vais le valoriser d'une façon peut-être un peu particulière, qui ne sera pas du tout financière, parce que j'en ai pas les moyens aujourd'hui, mais c'est plutôt par le degré de satisfaction, de sourire et le fait de ne plus avoir de gens qui se plaignent. La plainte, pour moi, la plainte récurrente face à nos outils qui ne fonctionnent pas, cette critique récurrente qu'on peut entendre, ah, c'est encore mon PC qui ne marche pas, ou cet outil ne fonctionne pas, ou ce truc est trop lent. Cette plainte récurrente et ce qu'elle génère en insatisfaction, elle ne peut pas créer de la productivité, c'est de l'inefficacité. Bien sûr. Donc, avoir un utilisateur qui est satisfait de l'usage qu'il fait de ses outils, un utilisateur qui est à l'aise avec le maniement de son outil, qui du coup ne pense plus il l'utilise basiquement ou de façon hyper poussée, mais en tout cas, c'est plus un effort pour lui de l'utiliser, forcément, il peut se concentrer sur autre chose. Donc, il gagne en productivité, rien que par rapport à ça. Donc, je ne sais pas le chiffrer financièrement. En revanche, d'avoir un taux de plainte d'insatisfaction qui diminue énormément vis-à-vis de l'usage des outils fait forcément grimper l'efficacité professionnelle sur l'ensemble des autres aspects. Donc, c'est, si on devait le faire en termes vraiment indicateurs, c'est la réduction du nombre de tickets par outil. Et si tu le pousses un peu après, c'est le NPS que tu enverrais par outil et aux utilisateurs pour savoir le taux de satisfaction par outil. Et du coup, tu as une note des outils et une note, on va dire, des indicateurs, on va dire, de ticketing qui te permettent de jauger un peu l'efficacité de l'équipe. Okay. La baisse de la pénibilité associée aux outils. OK. Et tu fais un questionnaire de NPS pour les outils ou pas?
Alors après chaque coaching, déjà, on fait des petits questionnaires Mhm. pour vérifier si ça les a aidés, si ça leur a apporté quelque chose. Et régulièrement, on met en place des petites études de satisfaction un peu plus globales pour savoir, parmi l'ensemble des outils que l'on propose, quels sont ceux qui sont appréciés, utilisés, faciles d'accès. Est-ce qu'il y a des outils additionnels que les gens aimeraient voir dans le parc Bien d'outils sûr. digitaux, etc. Donc oui, on fait ça et on suit l'évolution de ces enquêtes. Tout à fait. OK. Et est-ce que tu penses que, alors je ne sais pas si c'est peut-être lié à la culture de l'entreprise ou pas, mais est-ce tu penses qu'il y a des gens qui ont vraiment envie d'avoir du coaching de productivité en mode, tu vois, on parle d'outils, mais il y a la gestion de son temps, il y a la concentration le matin, enfin voilà, les outils sont les briques de la productivité d'une personne. Est-ce que tu penses que ce type de coaching peut un peu venir un peu sur une palette plus large de savoir bien travailler. Pour savoir bien travailler, il faut avoir les bons outils, il faut savoir les choisir, etc. Mais aussi, du coup, de respecter un certain rythme, des fois personnel, de concentration. Oui, c'est très intéressant, tout à fait. Alors, il y a quelques-uns de ces sujets qu'on aborde avec les coachs digitaux et dans le coaching et dans toute la communication qu'on fait autour des outils, c'est le rappel du droit à la déconnexion. Comment je me déconnecte, comment je fais en sorte de ne pas avoir des notifications qui bipent toute la journée sur mon téléphone, sur mon PC, et voilà, enfin, de rappeler aux gens comment on utilise ça correctement. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de personnes qui font un usage à la fois pro et perso d'un matériel professionnel. Donc, il faut qu'ils puissent, quand ils utilisent à des fins personnelles et hors temps de travail ce matériel-là, ne pas être pollués par des notifications professionnelles. Donc, tout ça, c'est des rappels et ça joue sur la qualité de vie et sur la capacité de concentration derrière. Et puis, effectivement, on peut aller au-delà et aujourd'hui, ce n'est pas du tout pris par nos coachs digitaux sur comment j'organise mon temps de travail. Est-ce que je mets en place des moments de réflexion, des moments de méditation, des moments où je suis plus en concentration pour derrière avoir un temps peut-être plus court de concentration ou de réunion, mais qui va être plus efficace. Donc, toute cette logique de productivité, non seulement par les outils, mais parce que je me mets dans le bon état d'esprit pour, du mindfulness, enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Oui, nous, aujourd'hui, on a la chance, ça existe chez nous, mais c'est abordé par des équipes différentes et sans qu'un lien global soit fait. Et je trouve intéressant de se dire comment on pourrait peut-être faire plus de liens entre tous ces domaines et s'assurer que une même personne a un souci global de la productivité et de l'efficacité de sa journée. Et parce qu'au final, en fait, il y a des gens qui sont, bon, on a des natures différentes qui sont orientées très productivité, donc qui vont être hyper rigoureux dans leur façon de gérer leur temps, les outils ou autres. Il y a certaines personnes qui sont pas comme ça, mais qui n'ont pas envie de perdre leur temps et en fait, ils peuvent avoir une non-compréhension de certaines façons de faire, mais aussi et aussi d'outils. Et et aussi, tu disais au tout début que il y avait une question outils perso, c'est simple, c'est beau, outils pro, je sais, hein, je fais un peu noir ou blanc, c'est pas aussi caricatural, mais il y a quand même un peu de ça. Mmh. Et en même temps, aujourd'hui, il y a voilà, des façons de choisir les logiciels, etc. Donc, on va de plus en plus vers l'utilisateur final qui doit être impliqué dès le début ou autre. C'est un processus qui prend du temps. Et aussi, j'ai l'impression que on le voit encore dans le fait de dire, en fait, on recherche un outil. Et en fait, j'ai l'impression que des fois, en fait, des fois, un outil, ça veut dire un outil qui fait tout. Alors, des fois, j'ai un problème et je recherche plusieurs outils qui s'intègrent bien ou qui pourraient s'intégrer ou un seul outil qui fait tout. Et des fois aussi, en fait, je recherche un outil, mais aussi, il y a une question de modification de la façon de travailler qui fait que les deux se nourrissent l'un l'autre. Ah, ben, en fait, cet outil fait les choses différemment et ça, c'est pas non plus évident. Comment tu l'as vu avec les coachs, le fait que, ben, en fait, quand les deux, il y a des allers-retours, en fait, le cahier des charges change, voilà, que les choses sont pas stables, et du coup, rendent des fois un peu plus complexe le choix d'y aller ou pas.
Oui, c'est un bon point. C'est vrai qu'on a longtemps eu trop d'outils, ou en tout cas beaucoup d'outils qui faisaient à peu près ou la même chose et qui cohabitaient. Donc, on a eu une phase où on a voulu s'assurer qu'on n'avait plus qu'un seul outil pour un usage. Et puis, en fait, on se rend compte que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que nos éditeurs, et tous les éditeurs, cherchent à couvrir un maximum d'usages avec un même outil. Donc, au final, même si à un moment donné, on a fait le choix d'avoir un outil par usage, on se retrouve avec des outils qui ont eu des usages qui se sont déployés, qui ont évolué et qui finalement se recoupent. Donc, je dirais aujourd'hui, on accepte d'avoir cette multiplicité d'usages traités par plusieurs outils, mais à nous de savoir orienter l'utilisateur et de lui dire, c'est pour ça que c'est important de partir de l'usage, du cas d'usage. Et peut-être que deux utilisateurs qui veulent faire de la visioconférence, mais pas dans les mêmes circonstances, pas avec le même objectif, on ne va pas leur proposer le même outil derrière. Parce que l'un va chercher, je ne sais pas moi, la qualité vraiment du son et de la vidéo en premier, et que ça va être ça le plus important, alors que pour l'autre, il va chercher l'interactivité de la solution en même temps qui fait ça. Et ça peut être plein d'exemples différents, mais je crois que de plus en plus, ce qui est important, c'est de partir non seulement du besoin, mais du cas d'usage. Et à partir de là, de dire, voilà, on a une palette d'outils, mais pour ton usage particulier, nous, ce qu'on te recommande, c'est ça. Et ne pas penser que parce qu'on l'a recommandé une fois, c'est le bon outil à chaque fois. Surtout, les outils évoluent tellement vite aujourd'hui que d'un mois sur l'autre, parfois, c'est plus le même outil qu'on recommande pour un usage. Ok. Est-ce que par rapport à la question de rechercher un outil qui fait tout, qui était quand même une façon de voir les choses, je comprends que je peux avoir des outils différents et qu'ils ont des liens entre eux et que ça peut le faire. Est-ce que ça, tu as vu une maturité qui grandissait? Est-ce que c'est encore léger? Est-ce que c'est en train d'arriver? Il y a une maturité, oui, c'est sûr, tant côté équipe IT que du côté de nos utilisateurs. Je pense que nos utilisateurs acceptent beaucoup mieux aujourd'hui qu'on ait un panel d'outils qui ont des usages plus ou moins qui se recoupent. Et ils acceptent de ne pas avoir une réponse unique par rapport à ça, voire ils sont demandeurs même. Et nous, ça nous a aussi fait prendre de la hauteur et du recul sur le fait qu'on peut beaucoup moins facilement dire non qu'avant. Oui, certes, on a un outil qui fait beaucoup de choses. Toi, tu travailles avec quelqu'un de l'extérieur qui utilise un autre outil, on ne va pas pouvoir t'obliger à utiliser l'outil de l'entreprise. Ça, j'y parle beaucoup sur les vidéoconférences tu peux Par parler sur exemple, Zoom. par exemple. Et donc là, notre rôle, il change aussi. Notre rôle, c'est de non plus d'imposer ou de préconiser l'usage d'un outil par rapport à un autre, mais plus de rappeler ce qu'il faut vérifier avant d'utiliser un outil extérieur. Et comment on s'assure de le faire en continuant à protéger Danone, à protéger ses données personnelles et celles de l'entreprise, et du coup à ne pas se mettre à risque en utilisant un outil qui n'est pas forcément complètement agrémenté, assermenté de notre côté. Ok. Donc là, c'est plutôt le côté acculturation à la sécurité et au fait que, bien sûr, ils peuvent choisir et c'est le business qui prime. Enfin, voilà, c'est les obligations de terrain, mais dans un cadre de sécurité qui est compris et partagé parce que ça peut être dangereux. Tout à fait. Ok. Et ça par rapport à la composante sécurité, et donc du coup, le COC, forcément que vous avez dû expliquer bien comme il fallait là, dans la période qu'on vient de passer, ça a pu faire du bien aussi dans la compréhension des enjeux de sécurité. Oui, je dirais que malheureusement, il y a eu beaucoup de cas dans des grosses boîtes où on a pu voir les dégâts que ça fait. Donc, ça nous a aidés
à montrer l'importance de nos messages et qu'on ne s'amusait pas simplement à dire ça pour les embêter, mais qu'il y avait un réel risque. Donc, ça a aidé à la prise de conscience. Et du coup, le message est beaucoup mieux entendu aujourd'hui et on a des utilisateurs qui, dans l'ensemble, sont beaucoup plus vigilants qu'avant, qui nous remontent quand ils voient des choses risquées, qui pensent à venir nous demander quand on leur propose d'utiliser un nouvel outil s'il y a un risque ou pas pour eux, pour l'entreprise. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pas encore 100% gagné, mais sincèrement, il y a une éducation et une évolution des mentalités à ce niveau-là qui est hyper favorable et qui, je trouve, va vraiment nous aider pour faire passer l'ensemble de ces messages, clairement. Ok, donc là, c'est le fait que publiquement parlant, il y a voilà, beaucoup d'hôpitaux notamment, malheureusement, qui ont été attaqués, qui ont été paralysés et que donc du coup, quand ça devient sur la scène publique, ça peut arriver à tout le monde et donc du coup, tout le monde comprend un peu mieux, quoi. Ok. Tout à fait. Plus j'imagine, à partir du moment où ils voient qu'ils sont en train de mettre des logiciels sur leur ordinateur, qu'ils sont chez eux, etc., j'imagine que des fois, on a l'impression quand on rentre dans le building d'entreprise que c'est sécure parce que c'est dans le building et puis quand on sort chez soi, de toute façon, il n'y a plus. Là, du coup, c'était chez eux. J'imagine qu'il y avait aussi des questions sur mais est-ce que je peux passer par mon Wi-Fi? Est-ce que, je sais pas, enfin, c'est des choses très, très simples au final, mais qui peuvent poser des questions. Oui, puis je pense que ça a aussi amené finalement ce distanciel qu'on a tous vécu pendant ces longs mois, ça nous a aussi permis de se rendre compte à quel point on avait envie d'une certaine barrière finalement entre le pro et le perso. Et que la sphère privée, il y avait des choses qu'on voulait garder privées. Je pense à des choses toutes simples, mais nous, très vite, dans les toutes premières semaines, ce qu'on a mis en place et ce sur quoi on a beaucoup communiqué, c'est la possibilité de mettre des fonds d'écran quand on était en visioconférence pour justement que les gens n'aient pas besoin de montrer leur chez eux s'ils ne voulaient pas ou les gens qui étaient derrière eux, etc. Et qu'ils puissent garder cette forme de respect de leur vie privée alors qu'ils étaient chez eux. Okay. Pour que tout ça ne se mélange pas. Et ça leur a aussi fait prendre conscience de, finalement, quand on leur dit de ne pas utiliser leur adresse mail Danone et leur password Danone quand ils se connectent sur un autre site totalement personnel, que c'était un peu pareil, que ce mélange vie pro, vie perso, s'ils ne le voulaient pas au niveau de l'image qu'ils donnaient, il ne fallait pas qu'ils le donnent non plus sur les sites où ils vont. Donc, tout ça nous a aussi aidés, finalement. Ok. C'est un tout qui a fait mûrir tout le monde à vitesse. Je pense, oui. À vitesse forcée. Ok, super. Bah, écoute, c'était top. Merci pour tout. C'était super intéressant. Pour moi, ça m'a fait pas mal réfléchir sur la façon dont les organisations allaient pouvoir se challenger sur la formation et accompagnement des utilisateurs dans l'accélération de la transfo au final. Oui, complètement. De toute façon, on est au cœur de la transformation digitale et elle a commencé pour beaucoup d'entreprises et de domaines, mais elle est loin d'être terminée. On a commencé à entrevoir le potentiel, c'est ça? C'est à peu près ça. C'est génial, c'est un super challenge et il y a plein de choses à faire derrière. Ok, bon, super. Merci pour tout. C'était top. Merci beaucoup. Bon, mais super, j'espère que vous avez autant apprécié que moi les échanges avec Emmanuelle. C'était super intéressant de voir comment de cette crise, elle avait réussi aussi à en sortir un nouveau concept de formation, productivité, mais aussi accaparation des outils numériques. C'était super intéressant. Je pense que ça va être vraiment un complément dans les nouvelles et dans les équipes de DSI, après le support, après le projet, après bien sûr les infras, ce côté formation, coaching et peut-être même en coopération avec les RH. Bon, mais comme toujours, si vous avez aimé ce podcast et le dernier de la saison dédié aux femmes CIO, n'hésitez pas à le partager et à nous proposer toujours des nouvelles personnes à interviewer. Allez, ciao!